Chers collègues, chers amis, confier à un byzantiniste la première communication d'un colloque consacré à l'hellénisme est un peu paradoxal. En vérité, c'est commencer par la fin. La grande dame à laquelle nous rendons hommage n'aurait pas été choquée, elle avait trop d'humour, mais le fait est qu'elle ne quittait la Grèce ancienne que pour retrouver celle d'aujourd'hui, dont elle était citoyenne d'honneur, et que l'entre-deux, cette Byzance romano-grecque qui constitue mon domaine, avec sa langue métissée, son régime autocratique et son orthodoxie rigide, lui semblait un peu suspecte. Elle me le disait parfois en plaisantant. L'idée m'est donc venue, en pensant à elle et en m'adressant aux purs hellénistes que vous êtes, d'évoquer quelques aspects de ce qu'on peut appeler la romanité, terme consacré par l'usage populaire aussi bien que savant, pour désigner les siècles pendant lesquels l'hellénisme se coula dans le moule romain et où Rome, dans ce qui restait de l'Empire, fut officiellement hellénophone. Ce pourrait être le sujet d'un livre. Ce sera un repérage plus que sommaire de moments entre la fondation de Constantinople en 330 et la fondation de l'État grec en 1830, où les rapports entre le grec et le latin, entre l'hellénisme et la latinité, changèrent de sens. Partons de saint Augustin qui écrit dans La Cité de Dieu « Rome imposa aux peuples assujettis sa langue en même temps que son joug politique ». Il n'a qu'à moitié raison. Rome imposa le latin dans l'administration et le droit, toléra les langues régionales, et le grec eut très tôt une place à part dans la culture. Le ralliement de l'hellénisme à l'Empire fut présenté, par Hélios Aristide notamment, comme une sorte de contrat. Grâce à la puissance romaine, l'œuvre civilisatrice d'Athènes bénéficiait au monde entier. L'hellénisme réalisait à travers l'Empire romain, sa vocation œcuménique. Cette complémentarité devenait parenté dès lors que l'on greffa la légende d'Énée sur le mythe de Romulus et Rémus et que l'on associa les Grecs à la naissance même de Rome pour donner à la future capitale quelques quartiers de noblesse. Denis d'Halicarnasse, dans le premier livre de ses Antiquités romaines, réduit le rôle des autochtones latins à presque rien, soutient la thèse peu défendable que les Troyens étaient on ne peut plus grecs, affirme que l'Italie était en majorité peuplée de Grecs avant même l'arrivée d'Énée et considère que le latin n'est en somme qu'une corruption de la langue grecque. Ce fantasme chemine à Byzance, il est repris par Constantin Manassès au XIIe siècle et nous verrons qu'il refleurit au XIVe siècle, XIVe, XVe siècle. L'implantation d'une nouvelle Rome dans l'Orient des cités modifia cette distribution des rôles. Elle créa les conditions d'une fracture linguistique entre les deux partes de l'Empire et détruisit l'équilibre de ce qu'on pourrait appeler en effet l'Empire des cités. Les villes orientales de vieille tradition, comme Antioche ou Alexandrie, qui étaient depuis longtemps romanisées par leur administration, leur mode de vie et leur urbanisme, supportaient fort bien une Rome lointaine et des fonctionnaires romains plutôt respectueux de la culture et des institutions locales. Mais elles se sentirent menacées lorsqu'une cité grecque de moyenne importance et de peu de renommée, Byzance, fut promue seconde Rome par la volonté d'un empereur chrétien. La complémentarité entre le grec, langue de culture, et le latin, langue d'État,
se transforma dans la seconde moitié du IVe siècle en un affrontement assez formel, il faut le dire, mais violent de ton, opposant les purs hellènes aux complices du régime constantinopolitain. Les rhéteurs se plaignirent amèrement du succès croissant des études latines, nécessaires désormais à toute carrière administrative. Libanios d'Antioche montre du doigt les déserteurs qui abandonnent les discours, c'est-à-dire le grec, pour le droit, c'est-à-dire le latin, et pour la tachygraphie. Plusieurs lettres de Grégoire de Nice sont de la même veine. Certains, écrit-il, commettent la faute d'abandonner la langue grecque pour une langue barbare, le latin, se transformant en soldats stipendiés. Il s'agit de la militia qui assimile les fonctionnaires à des soldats porteurs de ceinturons et préférant l'annone militaire à la gloire de l'éloquence. Le latin apporte pouvoir et richesse, le grec ne peut être étudié que pour lui-même. L'idée de culture désintéressée naît peut-être de cette opposition linguistique et éthique dont les récits égyptiens de Synésios de Cyrène donnent la transcription politique en imaginant la succession d'un roi d'Égypte qui a deux fils. Le premier a toutes les vertus du lettré grec et gouverne en philosophe. Le second a tous les vices romains, il dédaigne les lettres, se livre à des orgies, ignore la justice, pressure le peuple et ne s'intéresse qu'à l'armée qu'il recrute parmi les barbares. Cette polémique n'eut qu'un temps, celui d'une intégration à la nouvelle romanité. 2 siècles plus tard, le latin a beaucoup reculé comme langue parlée, mais le grec, grâce à son extraordinaire plasticité, a absorbé tous les mots que l'on pensait en latin. Le latin semble aussi perdre du terrain dans le domaine juridique. Il est progressivement permis aux juges de rendre leurs sentences en grec, aussi bien qu'en latin. Les testaments peuvent être rédigés dans l'une ou l'autre langue. Après la codification du droit en latin vient le temps des novelles en grec. Le latin perd donc son exclusivité de langue d'État, mais il acquiert, par un retournement remarquable, le privilège de langue de culture. Les grandes entreprises de droit du règne de Justinien sont des monuments de culture qu'il faudra traduire pour l'usage des hellénophones, mais traduire avec 1000 précautions afin que la traduction grecque ne supplante pas l'original latin et que le droit garde un lien culturel très fort avec ce qu'on appelle désormais la langue ancestrale, patrosphonie, le latin. Comme Libanios luttait contre l'abandon du grec au profit du latin, des auteurs comme Jean Lidos, ancien fonctionnaire de la préfecture du Prétoire, dénoncent pour les mêmes raisons de tradition et de culture l'abandon du latin au profit du grec et s'emploient à sauver de l'oubli un trésor institutionnel, le trésor de la latinité. Ils écrivent en grec, mais reconnaissent un lien profond entre le latin et les destinées de l'Empire. Les mots loi, vivlia désignent la culture latine aussi naturellement qu'ils désignaient au IVe siècle l'hellénisme. Le modèle de la nouvelle romanité au VIe siècle est Pierre le Patrice, dont les sources vantent la parfaite culture, aussi bien juridique que rhétorique. Plus avant, dans le Moyen Âge, Byzance est grec dans la mesure où le grec est la langue de l'orthodoxie. Nouvelle définition de l'Empire chrétien, et le panorama linguistique est devenu complexe. Le latin subsiste localement, dans certaines régions danubiennes par exemple, dans certains milieux, le droit, l'armée, mais Constantin Porphyrogénète, au milieu du Xe siècle, évoque avec nostalgie la disparition de la langue ancestrale,
qu'il fait remonter à Héraclius, c'est-à-dire au 7e siècle. Il est significatif que dans les textes de l'époque, Romaiki glossa puisse désigner, selon le contexte, aussi bien le latin que le grec. Significatif aussi que l'empereur Michel III, en 865, dans une lettre au pape fort peu aimable, puisse qualifier le latin de langue barbare et scythique. Quant au grec, il s'enrichit non seulement de mots latins, ce qui est fait depuis longtemps, mais de mots slaves, arabes, bulgares, arméniens, et cette perméabilité qui préserve sa domination introduit aussi, dès le 7e siècle, des niveaux de langue dont les écrivains savent jouer, par exemple dans les vies saints ou le folklore urbain, mais qui conduit peu à peu à une diglossie interne, à un écart durable entre une langue populaire et une langue savante ou hyper savante. Autre singularité, Byzance est officiellement hellénophone, mais en réalité, elle est plurilingue. Et ce plurilinguisme se justifie par la coexistence dans un même ensemble politique de populations ayant des origines et des cultures différentes. Ce plurilinguisme n'est pas, comme le suggérait la formule de saint Augustin, une acculturation de type colonial, comme on dit, qui se traduirait par une perte d'identité. Il est, comme disent les linguistes d'aujourd'hui, fonctionnel et hiérarchisé. Le choix de la langue utilisée dépend du lieu, du moment, du niveau de style oral ou écrit, de la personne à laquelle on s'adresse ou tout simplement de ce qu'on a à dire et qui s'accommode mieux d'une langue que d'une autre. Bref, ce plurilinguisme s'inscrit dans une stratégie linguistique plus ou moins complexe qui définit et valorise l'individu. Cas simple, au Ve siècle, un lettré d'Antioche parle le syriaque dans la rue, le latin au tribunal, le grec avec ses amis. Cas complexe, au XIe siècle, Georges Pakourianos, un Géorgien qui a longtemps erré comme soldat de l'Empire dans toute la Roumanie avant de devenir grand domestique d'Occident. Et lui aussi trilingue, mais sa stratégie linguistique est plus personnelle. Lorsqu'il fonde en 1083 le monastère de Petritsos-Batchkovo en Bulgarie, alors dans la mouvance byzantine, pour lui léguer son patrimoine, il prescrit que n'y seront accueillis que des Géorgiens. Il exclut les Grecs, sauf un, qui exercera la fonction de notaire, chargé de rédiger les actes en grec et de représenter l'higoumène auprès des autorités. Il craint que les Grecs ne s'emparent du couvent, mais il reconnaît en eux ses maîtres en matière de foi. Les livres liturgiques seront donc aussi bien en grec qu'en géorgien. L'acte de fondation est rédigé en grec, en géorgien et en arménien, et lui-même le signe en arménien sur l'exemplaire grec. Pakourianos se reconnaît ainsi plusieurs niveaux bien différenciés d'appartenance. Sa langue maternelle est le géorgien. Sa langue de culture, c'est le cas alors pour tous les géorgiens, est l'arménien. Il est grec par l'orthodoxie et par une fidélité quasi féodale à l'empereur. Sans doute aussi a-t-il, en outre, appris dans sa vie de baroudeur quelques mots d'arabe, de turc, de slave. Sa stratégie linguistique cerne parfaitement sa personnalité et sa vie. Elle trace les contours d'une romanité assumée. Le grec, langue de l'Évangile et de la Septante, est rivé à l'orthodoxie et l'orthodoxie au grec. Mais dans quel statut par rapport aux autres langues? Pour évoquer la conversion des Slaves à l'intérieur de l'Empire, les sources au IXe siècle disent que les Slaves perdirent leurs caractères nationaux et furent romanisés.
Léon VI écrit que son père, Basile Ier, les christianisa en les grécisant, grécosas. La conversion est donc, en première approche, conçue comme une assimilation. Mais lorsque Constantin Cyril et Méthode, les apôtres des Slaves, entreprirent d'évangéliser la Moravie, ils choisirent une autre voie. Ils inventèrent l'alphabet glagolitique pour traduire en slavon l'évangile et la liturgie. Et le problème se posa dès lors de la sacralité de certaines langues par rapport à d'autres, de la validité d'un texte sacré traduit dans une langue vernaculaire et de l'efficacité de formules liturgiques traduites. Constantin Cyril semble avoir eu conscience de ces problèmes, s'il est vrai, comme le pensait André Vaillant, qu'il est l'auteur d'un fragment conservé en vieux slave qui serait la préface ou la postface de sa traduction de l'Évangile. On y lit l'effroi devant la transmutation qu'il opère, sa crainte que de beaux mots grecs, écrit-il, risquent, une fois traduits, de devenir moins beaux, ses scrupules lorsqu'il est obligé de traduire des mots masculins comme potamos, astir, par des mots féminins en slave comme rieka, svida, et des pluriels, panda, par un singulier, vsio. Il voit là une nécessité pratique, mais aussi la distorsion d'un lien profond entre le mot et ce qu'il désigne. Sur ce sujet, Rome s'inquiéta, convoqua Méthode, et un débat fut mené pendant 2 décennies à peu près pour savoir s'il fallait limiter la diffusion des textes sacrés et de la liturgie aux 3 langues principales, celles de l'écriteau de la crucifixion, l'hébreu, le grec et le latin, en ne laissant la liberté de traduire que pour les commentaires et la prédication. Cette affaire de sacralité, mais aussi d'hérésie, le patriarcat de Constantinople, comme le Saint-Siège, craignirent que la diffusion des traductions favorisa avec les églises nationales hors contrôle les déviances dogmatiques. Le latin resta longtemps en Occident, vous le savez, la langue de la sacralité. Le grec, lui, ne put se maintenir dans les territoires qui avaient quitté sa mouvance, mais sa tolérance ressemble parfois à de la résignation, comme le montre cette question posée peu avant 1195 par Marc, patriarche d'Alexandrie, en terre d'islam, et la réponse qu'y apporte Georges Xiphilin, alors patriarche de Constantinople. Question. Est-il sans danger que les orthodoxes syriens et arméniens, mais aussi les fidèles d'autres pays, disent l'office dans leur propre langue, ou sont-ils de toute façon obligés d'officier avec des livres écrits en grec? Réponse, le grand apôtre Paul dit dans son épître aux Romains, « Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs? N'est-il pas aussi celui des nations? Assurément, il est aussi celui des nations. » C'est donc ceux qui sont en tout point orthodoxes, s'ils sont totalement ignorants du grec, peuvent célébrer la liturgie dans leur langue, mais en utilisant la réplique des saintes prières habituelles, transcrites sans modification de livres liturgiques calligraphiés en lettres grecques. Sautons quelques siècles pour arriver à une 3e étape choisie par moi dans ce long parcours. On sait que la prise de Constantinople par les Turcs marqua l'éclipse, sinon la fin de la romanité orientale. On sait moins que la période qui précéda la chute fut celle d'un rapprochement spectaculaire
entre Grecs et Latins et de l'amorce d'une vraie fusion culturelle. On enseigne le grec à Florence, le latin se répand parmi les lettrés de Constantinople, les œuvres de Thomas d'Aquin sont traduites en grec, les frères prêcheurs et les dominicains de Péra sont actifs et fort bien accueillis. Un nouveau bilinguisme se dessine qui profite plus généralement de l'accroissement des échanges en Méditerranée. Le concile de Ferrare-Florence, qui décida de l'union des églises dans l'urgence en 1438-1439, peut être considéré rétrospectivement comme un échec puisque l'Occident chrétien ne vint pas au secours de l'Orient chrétien. Mais il fut d'abord un grand rendez-vous d'humanistes qui avaient appris à se connaître et parlaient chacun la langue de l'autre. Leonardo Bruni est alors chancelier de la ville de Florence. Ambrogio Traversari, supérieur des Camaldules, offre l'hospitalité à ses amis grecs. Le cardinal Giuliano Cesarini, qui dirige les débats, reçoit à sa table Bessarion, alors évêque de Nicée, Gémiste Pléton, Georges Amiroutsis de Trébizonde, pour des causeries philosophiques sur Platon et Aristote. L'arrivée des Grecs en Occident, en Italie, et leurs vêtements singuliers frappent la population. De nombreuses fresques sont là pour le rappeler, et quelques toiles de Piero della Francesca en témoignent. L'opinion leur est favorable. Byzance a vécu, c'est le seul aspect que je retiens, pendant quelques décennies à l'heure du Quattrocento. Et l'on peut suivre l'évolution des idées à travers 3 générations, des idées sur ce qui est notre sujet, la romanité. Démétrios Kydones, fin latiniste, converti à la foi romaine, mais être converti à la foi romaine n'est pas une véritable conversion à l'époque. C'est une chose très banale, ça n'est pas changer de religion en tout cas. Donc, Kydones prononce en 1366 un appel aux Romains dans lequel il invoque la communauté de culture entre Grecs et Latins et une continuité historique entre la première et la seconde Rome qui devrait inciter les 2 parties de la romanité à s'unir pour repousser l'agression turque. C'est le vocabulaire attendu. À la génération suivante, un disciple de Kydones, Manuel Chrysoloras, découvre Rome avec enthousiasme en 1411 et adresse à Jean Paléologue une syncrisis comparant les 2 capitales. Il donne la palme à la seconde Rome, mais après un éloge vibrant de la première, ville universelle, nouveau morceau de ciel qui a su se nourrir d'elle-même même à travers les âges, c'est-à-dire mettre en valeur ses antiquités tant païennes que chrétiennes. Il voit à Rome autant d'inscriptions grecques que d'inscriptions latines, ce qui ne l'étonne pas, dit-il, puisque Rome était autrefois habitée par autant de Grecs que de Latins. Constantinople est pour lui non seulement une synthèse de la Grèce et de Rome, mais le produit d'un génos commun. On pourrait douter du sens exact de génos dans ce passage, mais Chrysoloras développe son idée 3 ans plus tard dans une exhortation en faveur de la nation qu'il adresse à Manuel II pour lui demander de sauver un génos qui court à sa perte. Une nation, écrit-il, issue des Grecs et des Romains, qui a su maintenir pendant longtemps l'héritage politique d'Alexandre. C'est un texte récemment édité. Il serait scandaleux, ajoute-t-il, que les Byzantins négligent ce patrimoine alors que les Italiens mettent tant de zèle à apprendre la langue et la littérature grecque. Ressurgit ici, je crois, l'idée d'une communauté de races unissant à l'origine Grecs et Romains
en une seule nation. Troisième génération, Georges Gémiste Pléthon, dit Pléthon. Il va plus loin. Il évoque lui aussi un génos commun dont le berceau aurait été le Péloponnèse. Nous sommes grecs de race, écrit-il à l'empereur Manuel II, et c'est dans cette terre ancestrale, qui s'appelle alors le despotat de Morée, qu'il propose de reconstituer un petit État national, une patrie, en mettant en œuvre des réformes totalement utopiques dans le contexte médiéval. Pléthon est, d'une certaine façon, un annonciateur de la Grèce moderne. À Mystra, où il réside, près de Lacédémone, il tourne le dos à Constantinople et à l'Empire. Il parle déjà le langage de la grécité et non plus celui de la romanité. Et dans cette logique d'un retour aux sources, son platonisme tant apprécié à Florence le conduit à un étrange retour au paganisme, sur lequel je n'insiste pas. Les enjeux ne sont pas les mêmes à Florence, où la renaissance platonicienne s'accommode du christianisme, et à Mystra, où le néoplatonisme est un étendard de la subversion. Dernier point de vue, dernière étape du parcours, pour conclure, sur la Grèce d'aujourd'hui, ou plutôt d'hier, au moment où elle se libère de la domination turque, suscitant l'enthousiasme des philhellènes européens, et où elle doit accorder des passés différents pour donner de l'hellénisme une définition cohérente. Difficile problème que Dionysios Zakynthos résumait en une interrogation: faut-il choisir entre le Parthénon et Sainte-Sophie? Les philhellènes européens avaient à l'avance répondu en choisissant le Parthénon. En France notamment, où leur philhellénisme était teinté de voltairianisme et d'esprit révolutionnaire, comme l'a montré admirablement la thèse de René Canat sur l'hellénisme des romantiques. La Révolution et l'Empire avaient choisi la latinité, jugeant la littérature grecque moins éloquente, parfois violente et grossière, Aristophane, souvent déroutante. Un revirement s'opéra au début du XIXe siècle. On dénigra le faux antique du peintre David, l'académisme universitaire de la harpe, et, je cite Félix Ravesson, c'est la débâcle du gréco-romain, ou encore les Romains ont tout gâché. Ils ont truqué l'hellénisme. Il faut désormais redécouvrir la Grèce ancienne dans sa modernité et sa violence tragique, mise en évidence par Schlegel dès 1808. Cet élan est entretenu, vous le savez, par Adamantios Korais, soutenu à la Sorbonne et au Collège de France par Jean-François Boissonnade, alimenté en bons mots par le pamphlétaire Paul-Louis Courrier, qui compare le voyage à Athènes au pèlerinage à la Mecque, persiflé un peu plus tard par le polygraphe Gobineau. Je m'arrête un instant sur ce renouveau de l'hellénisme, car, mis à part l'effet de mode, il est porteur d'idées intéressantes. Première idée, la proposition de dissocier le grec du latin, l'hellénisme de la romanité, fût-ce en oubliant totalement Byzance, jette opportunément un doute sur le concept d'antiquité inventé au XVIIIe siècle pour servir de tremplin à la modernité. Deuxièmement, l'idée d'une Grèce antique étonnamment moderne et d'un hellénisme source de jouvence, qui ne déplaisait, je crois, ni à Jacqueline de Romilly ni à Jean-Pierre Vernant, rompt le carcan historique pour une approche plus directement textuelle, voire ethnologique, et fait de l'hellénisme un modèle ou un champ inépuisable d'analyse. René Canat n'a pas tort d'écrire que certains redécouvrirent alors
la Grèce, comme d'autres, redécouvrait le Moyen-Âge français avec un sentiment quasi identitaire, comme si elle appartenait à notre histoire. Avec la découverte de la Grèce moderne, et notamment de son folklore, que fait connaître Claude Fauriel en 1824-1825, une autre idée se fit jour, celle d'une continuité directe et sous-jacente entre la Grèce antique et la Grèce d'aujourd'hui. Je cite Fauriel, « Depuis des siècles, écrit-il, on déplore la perte de la Grèce ancienne et on fait des fouilles archéologiques sans penser que les restes les plus sûrs et les plus vivants sont les 7 ou 8 millions d'hommes qui peuplent la Grèce. Les érudits sont aveugles et sourds qui ne prêtent pas attention au caractère et au génie des enfants de cette heureuse terre. » Le mot est lâché, celui de génie national, qui, en ce début du XIXe siècle, a une très forte résonance. En Grèce même, vers 1830, il ne s'agissait pas d'échanger des idées, mais de définir une nation. Quelques-unes des solutions pratiques furent alors d'abord proposées qui se situait dans le droit fil du philhellénisme européen. J'en cite quelques-unes. On proposa de régénérer la langue grecque en la purgeant des allophililexis. De ces mots latins, notamment, que Coraïs reprochait à Ducange d'avoir engrangé dans son glossarium medie et infime Grecitatis. On se posait aussi la question de savoir si la Grèce romaine et byzantine n'était pas arrangée avec la turcocratie dans la longue période où la Grèce avait été sous domination étrangère et rendue provisoirement muette. On revint ainsi au slogan du latin glossaton cratunton. Pour son droit, le nouvel État grec hésita entre une législation, la législation des empereurs d'éternelle mémoire, c'est-à-dire le droit byzantin proprement dit, une codification européenne, et puis, sous l'influence de l'école historique de Carl von Savigny et de Ludwig Mitteis, il en vint à penser que le droit devait émaner de l'histoire nationale et qu'il fallait postuler la continuité d'un droit authentiquement hellénique sous le vernis, entre guillemets, du droit romain. On fit donc venir un juriste bavarois, Mauer, qui se perdit dans le maquis des coutumes grecques et fut assez vite remercié. Voilà, chers collègues, chers amis, quelques-unes des aventures de l'hellénisme en pays romain. On y trouve, j'espère l'avoir montré dans ce survol un peu téméraire, quelques thèmes ou mythes récurrents et des problématiques qui ne sont pas aujourd'hui sans écho.